Bonsoir tout le monde. Liv, Marème Bakeli, Khalifa Gabi, merci à vous. Dans un instant avec Ernesto Anne. Nous allons parler du digital. Dans un moment avec Ernesto Anne, Khoudia Ndiaye, Marème Bakeli, on va parler du digital. Marketing digital. Ou de web marketing, c'est ça? Merci Sega, merci Malowen, merci à tous ceux qui suivent Guelwaar. Merci. Voilà, nous sommes à l'ère du digital. Bienvenue sur la télévision digitale du marketing. Je dis bien la télévision digitale du marketing. Ici, tout est digitalisé ici chez nous. Très digital. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. J'ai l'honneur de recevoir un spécialiste du marketing. Avant tout. Un e-marketeur, c'est ça? C'est correct? Ouais. Et nous allons parler sur la télévision digitale du marketing, de marketing digital. Nous allons parler du marketing à l'ère du numérique, si vous voulez, de marketing à l'ère du digital. Je reçois un collègue, mon frère, Ernesto Anne. Bonjour. Merci Ernesto, bonjour. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Non, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Ouais. Je suis chez moi. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Vous êtes sur ta télévision. Ouais. Ça, c'est la télévision de tous les marketeurs. Parfait. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, c'est nous qui vous remercions de la disponibilité après une très longue journée de travail. Ouais. Et vous avez pu vous reposer hier à l'occasion de la journée du travail. Oui, on a pu recharger les batteries. Très bien, c'est bien. Qui est Ernesto Anne? Donc, je salue d'abord les web spectateurs. J'espère que cette session sera riche en enseignements et que ça permettra de mieux connaître, en tout cas, le marketing, j'ai dit marketing à l'ère digitale, on
je suis responsable de je dirige la stratégie digitale au sein de l'agence Caractère. Donc, Caractère qui est une agence de communication intégrée. Donc, quand on parle de communication intégrée, on parle de communication qui intègre aussi bien les médias traditionnels que les nouveaux médias, donc tout ce qui est digital et mobile. Donc, au sein de Caractère, je m'occupe donc de tout ce qui est stratégie digitale. Donc voilà, je suis dans le milieu du digital depuis une bonne dizaine d'années, dont 6 années passées en agence. Donc avant Caractère, je travaillais à Avas Media, où j'ai aussi travaillé sur le volet média planning digital pour des marques à l'échelle africaine. Et chez Caractère, j'ai été chargé depuis 2014 de développer le département digital et alhamdoulilah. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Est-ce que le Sénégal se digitalise? Très vite. Très vite. Très vite. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de marketing à l'ère du digital. Est-ce qu'il y a une modification avec le digital ou bien c'est une continuité avec le digital? Alors, c'est plus une continuité parce que moi, personnellement, je me sens de moins en moins à l'aise lorsqu'on me dit spécialiste du digital parce que je considère que voilà, c'est une déformation qui va peut-être disparaître dans le temps parce que dire à quelqu'un qui est spécialiste du digital, c'est comme quand on dit quelqu'un qui est spécialiste de la TV ou de la radio. Parce que le digital, c'est avant tout un canal, un média. Certes, c'est un média qui est très complexe, c'est un écosystème, c'est pas qu'un simple média comme la TV ou la radio, mais ça reste quand même un canal média. Donc, du coup, tout ce qui se fait sur le digital, c'est juste une évolution du marketing. Ce n'est pas on ne réinvente pas le marketing, c'est une évolution du marketing. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a changé avec l'apparition du digital? Est-ce que la façon d'étudier le marché change? Est-ce que le marketing mix change, M. Anne? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça il faut le reconnaître. D'abord, quand on parle de marketing, ça veut dire qu'on agit sur les marchés. Aujourd'hui, les marchés sont connectés. Ceux qui font le marché, les consommateurs sont connectés. À partir du moment où les consommateurs sont connectés, ça veut dire qu'aujourd'hui, la manière de les adresser va changer. Avant, vous connaissez les canaux par lesquels on pouvait les toucher, c'est la télé, la radio, la presse, le cinéma et l'affichage. Aujourd'hui, le digital occupe une part importante de leur temps. Si vous regardez, nous tous, nous sommes presque des accros du web, on est tous tout le temps collés sur le web. On a préparé l'émission sur le web. Voilà, on a préparé l'émission sur le web, on est tout le temps collé à notre smartphone, même quand on est marié. Même quand on est marié, souvent c'est le téléphone qu'on regarde en dernier avant de dormir, et le matin c'est le téléphone qu'on regarde. Donc on a un rapport très particulier avec les technologies, et ce qui fait que ce temps qui est passé sur ce nouveau média-là est tellement important qu'aujourd'hui, quand on fait du marketing, on est obligé de prendre cela. Donc la manière de faire du marketing évolue forcément, puisqu'on continue à aller chercher ces cibles-là sur le digital. Et vous avez parlé tout à l'heure des études de marché. Donc, ça, c'est un domaine aussi qui évolue, parce qu'aujourd'hui, avant, là où on devait passer par de longues études, passer par des cabinets pour avoir de l'information sur les consommateurs, aujourd'hui, on a ces consommateurs qui laissent énormément de données sur le digital et qui donc, ces données qui peuvent donc servir aux marques pour pouvoir comprendre qui sont ces personnes-là et comment les adresser. Donc voilà, nos métiers changent, nos métiers évoluent. Mais on ne va pas dire qu'aujourd'hui le marketing est mort ou le marketing est non. Le marketing évolue tout simplement. D'accord. Moi je préfère parler de marketing moderne plutôt que de dire marketing 2.0, marketing digital. Ça c'est tous des néologismes qui ont tendance juste à perdre les gens. D'accord. Est-ce que les 4 variables, changent ou bien avec le digital nous avons de nouvelles variables? Alors les 4 variables évoluent, c'est clair. Alors, si je prends le cadre de la communication, parce que c'est mon métier aussi, je suis dans la communication. Si je prends le cadre de la communication a beaucoup évolué. Beaucoup évolué parce que avant, la communication, je trouve que la communication était beaucoup plus simple. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, on a une fragmentation des médias traditionnels. On a plusieurs canaux, plusieurs supports, plusieurs TV, plusieurs supports de presse, plusieurs titres de journaux aussi, plusieurs sites web. Donc,
les médias sont fragmentés, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'en plus de cette fragmentation des médias, aujourd'hui, on a tout un écosystème de distraction qui s'est créé. Alors, nous tous, nous avons, je prends l'exemple du professeur Lai qui a aujourd'hui quand je suis en train de regarder, il y a 2 écrans. Il y a 2 écrans sans son téléphone, donc ça fait 3 écrans avec sa télé. Et donc, ça veut dire qu'on est en train tous de passer d'un écran à un autre dans la consommation des médias. Mais il y a un écran qui dort là depuis longtemps. Voilà, donc la télévision, ça fait presque 7 mois que tu n'as pas regardé. Tout se fait maintenant sur eux. Voilà, donc dans la communication, quand on va adresser ces cibles, forcément la communication va changer. La manière dont on faisait de l'allocation budgétaire aujourd'hui doit évoluer. Peut-être avant, si on mettait 60% de notre budget en TV, 10% en presse, 20%, maintenant on refait une. Et l'information majeure, c'est que depuis maintenant 2 ans, le digital est devenu le média où on dépense le plus d'argent en publicité que dans le monde. Même au Sénégal. Et au Sénégal? Pas encore au Sénégal. Pas encore au Sénégal. Je parle dans le monde. Oui, au Sénégal aussi, nous, ce dont on s'entend, c'est que les budgets aussi évoluent. Chaque année, nos clients mettent des parts plus importantes de leur budget sur le digital. Donc ça, c'est peut-être résumer ce qui change dans le volet communication. Pour la partie produit aussi, ça change énormément. Parce qu'aujourd'hui, la technologie influence aussi ce qu'on appelle nos produits. Parce que pendant longtemps, je prends un exemple, si vous êtes... l'histoire du produit et du marketing a toujours été une histoire de création de valeur. Donc voilà, je prends une matière première, ce qu'on appelle des commodités, ça peut être des arachides, et je lui donne de la valeur, je mets de la valeur ajoutée. Par exemple, je fais un emballage, je mets un packaging, je conditionne le produit, je rends le produit plus intéressant, et donc je commence à vendre, je développe une marque. Donc je développe une marque, ensuite, voilà, ça me permet de vendre mon produit un peu plus cher, et donc de créer ce bien immatériel qui est important, qu'on appelle la marque. Donc voilà, quand je vois Pepsi par exemple, à la base c'est de l'eau, du sucre et d'autres ingrédients qui sont rentrés sur le... Donc la valeur ajoutée du produit augmente plus rapidement avec le digital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les entreprises qui vendent des biens qui sont physiques, tangibles, je prends l'exemple de Kiret, de Samsung, de Samsung, d'Apple, ces marques-là aujourd'hui amènent une couche de service grâce au digital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, avoir mon téléphone, mon smartphone, mon iPhone, plus mon Macintosh, la technologie qui permet de les lier s'appuie sur le digital, iTunes. Donc je développe un service, une couche de services pour pouvoir connecter 2 services qui n'étaient pas, 2 produits qui ne l'étaient pas. Je prends un exemple, Nike. Vous voyez aujourd'hui la plupart des runners de Nike, les joggers Nike, ils n'achètent pas seulement le produit, le produit plus la technologie Nike. J'achète les baskets, mais j'utilise aussi mon téléphone pour me connecter à l'écosystème de Nike pour pouvoir traquer mes performances. Et ça, c'est grâce à la technologie. Donc, le produit évolue, le produit devient plus intelligent parce que avec mes baskets qui sont équipées de capteurs, je peux savoir par exemple quelles sont les progressions que j'ai fait tous les jours, je peux définir des objectifs. Et donc le produit est en train d'évoluer aussi grâce à la technologie. Parce que donc, à cette dimension physique, s'ajoute une couche de services grâce à la technologie. Donc, alors ça aussi, ça a un impact sur la tarification, sur les tarifs. Parce qu'aujourd'hui, si on est une marque qui développe, plus la valeur ajoutée qu'on développe augmente, plus aussi je demande un prix qui est plus élevé. Je donne un exemple de Starbucks où on rentre dans un Starbucks, on est prêt à payer le café plus cher. On est prêt à payer le café plus cher. Pourquoi? Parce que Starbucks crée une certaine expérience et ce n'est plus simplement le café que le café. Donc, ce qui veut dire, donc ça c'est un aspect qui est très important. Et en fait, la distribution. La distribution aussi évolue parce qu'aujourd'hui, le canal Internet, on parle de commerce connecté. Le canal Internet est devenu un canal de vente. Soit j'ai un site e-commerce, ou bien si j'ai pas de site e-commerce, j'ai tout simplement, je vends même directement sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Sénégalais, qui vendent directement sur Facebook, sur WhatsApp, et donc Donc voilà l'apport du digital aux 4 variables du marketing mix. Voilà. Tout bouge, tout change, et il faut que le Sénégal s'adapte. Le Sénégal, il en est où?
Côté digitalisation. Alors, côté Est-ce digitalisation, qu'il y a des produits connectés? Vous avez parlé tout à l'heure de produits connectés. On en parlait de la montre Nike, Ouais. des chaussures Nike. Est-ce que les Sénégalais se digitalisent? les Sénégalais se digitalisent, mais pas aussi rapidement que les marques. Les consommateurs vont plus vite que les marques. Donc les marques, souvent, ont encore un temps de retard, ils sont en retard sur les usages, ils sont en retard sur. Donc ils sont tout en train de jouer au rattrapage. Mais en termes de budget, parce qu'aujourd'hui, je pense que la première, vous entendez tout le temps parler de digitalisation, c'est justement cela. C'est que toutes ces marques qui sont réveillées, qui disent, je pense que voilà, les gens vont trop vite. Il faut qu'on accorde notre musique avec nos cibles. Et donc, ils décident, ok, on va faire de la digitalisation, on va digitaliser notre entreprise. Et la première phase souvent qu'ils font, c'est la digitalisation de leur communication. Ils créent des pages Facebook, Instagram, Twitter, qui digitalisent leur communication. Mais après, le produit, c'est une autre phase. C'est une autre phase, parce que ça nécessite vraiment des compétences qui sont très poussées pour pouvoir arriver à cela. La distribution aussi, c'est beaucoup d'entreprises aussi qui cherchent aujourd'hui parce que le e-commerce se développe très vite aussi au Sénégal. On peut le voir avec de grandes marques comme Jumia qui sont là, qui essaient de faire les choses. Donc voilà, je pense que ça évolue à un niveau qui n'est peut-être pas aussi rapide que celui des consommateurs, mais ça avance quand même. Oui. On va d'abord parler de communication parce que c'est votre quotidien. Ouais. Comment les Sénégalais peuvent-ils faire pour communiquer efficacement sur Internet? Alors Internet, le gros avantage d'Internet, c'est ça permet à tout commerçant, si vous avez quelque chose à vendre, ça vous donne accès au marché plus rapidement. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Si vous avez, j'ai une connaissance qui avait un site e-commerce, mais qui préfère vendre directement via Facebook. Parce qu'il se dit que c'est plus rapide, les gens n'ont pas le temps d'aller sur un site e-commerce pour aller regarder. Donc, on se rend compte qu'effectivement, les gens achètent beaucoup sur Internet. Ils achètent beaucoup sur Internet. Et ça, c'est une donnée qui doit être très importante pour tout le monde. Dès que vous avez des choses à vendre aujourd'hui, là où vous deviez gérer le challenge de trouver des distributeurs, aller voir les gens de la grande distribution, accepter des conditions souvent qui ne vous sont pas favorables. Aujourd'hui, on peut tout simplement directement accéder au marché grâce aux plateformes qui existent. Les réseaux sociaux ou les plateformes de messagerie. Voilà, aujourd'hui, on peut. Et il y a même aujourd'hui de plus en plus de marques comme ça qu'on appelle les DTC brands, Direct to Consumer Brands. Ce sont des marques qui préfèrent tout simplement avoir cette relation directe avec les consommateurs et ne pas vendre via un canal de distribution. L'exemple que je donne au Sénégal, et qui est pour moi un beau succès, c'est le Club Croissant. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis abonné du Club Croissant. Voilà. J'ai toujours des bouteilles de Club Croissant ici. Exactement. Donc le Club Croissant au Sénégal, c'est vraiment le vrai DTC brand. C'est Direct to Consumer brand. Donc vous ne verrez pas les Club Croissant dans les points de vente, des trucs. Voilà. Vous vous abonnez sur le site Internet. Sur Internet et ils vous livrent à la fréquence que vous souhaitez. Donc, cet aspect commodité aussi, il est très important. Bravo à notre ami Bagore Bakeli. C'est lui le responsable du Club Croissant. C'est une branche de la laiterie du berger. Et je crois également qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui essaient de faire la même chose. Exactement. Et il faut que tout le monde s'y mette le digital. C'est moins cher ou c'est plus cher? Je pense que c'est moins cher que les médias traditionnels. En tout cas, les coûts, si on passe par des plateformes comme les réseaux sociaux, communiquer sur les réseaux sociaux coûte moins cher que communiquer par exemple à la radio ou à la télé, c'est clair. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on tombe trop dans la fausse idée que c'est presque gratuit. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que moi j'ai vu des cas cocasses où des gens, des marketeurs ou des directeurs marketing viennent me dire mais non, sur Facebook, même si on met 20 000 francs, on va avoir un bon résultat. Mais il faut quand même à un moment être un peu plus rigoureux même si c'est moins cher au contact, mais il faut quand même investir des budgets si on veut toucher beaucoup de monde. Des fois aussi, on touche beaucoup de monde et les gens ne viennent pas acheter.
Voilà, ça c'est dû au ciblage. Parce que beaucoup aussi de personnes ne savent pas utiliser toute la panoplie de ciblage, de targeting qui existe sur le digital. C'est là où les spécialistes ont peut-être besoin d'aller vers les marques et de les aider. Parce qu'effectivement, en termes de ciblage, ce qu'on peut faire sur le digital, on ne peut pas le faire sur un média traditionnel. C'est ça. Donc le ciblage est plus facile et plus précis. Complètement. Et le calcul, les retombées. C'est plus facile dans les médias. Plus facile aussi sur le digital. C'est plus facile sur le digital parce que si on a un site e-commerce, on peut lier une impression publicitaire, c'est l'affichage d'une bannière par exemple, l'affichage de sa publicité sur un site internet ou sur un réseau social. Donc on peut aller jusqu'à des mesures très granulaires, savoir par exemple que c'est cette créa-là qui a apporté telle vente. Voilà. Qui a généré tel chiffre d'affaires, qui a permis de dégager telle marge. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, tout cela se mesure. Il y a des technologies qui sont là, des ad serveurs, tout ce qui est analytics pour pouvoir collecter ces données et donner de l'intelligence aux marques. Ouais. Il y a un outil que les Sénégalais utilisent peu, l'emailing. Oui, l'emailing qui avait à un certain moment avait perdu un peu de sa super. Au début, tout le monde parlait d'emailing. À un moment, dès que les réseaux sociaux sont devenus populaires, plus personne n'en parlait. Alors que c'est un outil de marketing qui revient à la mode, qui revient au premier plan. D'ailleurs, tout à l'heure, la preuve, quand je parlais de DTC Brands, donc les DTC Brands, leur premier canal de communication, c'est l'emailing. C'est l'emailing. Donc, ils arrivent à adresser une communication directe à leurs clients parce que c'est ça qui fait leur force. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, pourquoi l'emailing revient en force? Parce que on est tellement submergé d'informations. Quand on est connecté sur Internet, on subit beaucoup d'informations, les réseaux sociaux, les sites Internet. On a tellement d'informations que à un certain moment, les gens disent ok, bon, je sélectionne ce qui arrive dans ma boîte mail. Et souvent, c'est un signal fort quand un consommateur te donne son adresse mail et que tu as le droit de m'envoyer de la communication. Donc ça veut dire qu'il a sélectionné, qu'il a envie de faire business avec vous. Et ça, c'est un canal qui est fort et je pense qu'il va davantage être privilégié. Quels sont ses avantages, l'emailing? Les avantages, c'est que... c'est écologique, là, je vous demande. C'est écologique. Allez-y, c'est écologique. Entre autres, c'est très écologique. On ne gaspille plus de papier. Il faut avoir de la considération pour les arbres. C'est ça, c'est important. Donc, entre autres, après la force de l'emailing, c'est que comme c'est un canal direct, c'est un canal qui permet d'avoir une vraie connaissance de son client. Parce que cette relation-là, parce que si l'emailing qu'on envoie est bien traqué, on a vraiment je prends l'exemple de l'emailing que je reçois de Netflix. J'adore Netflix, mais Netflix m'envoie tout le temps des programmes, des contenus que j'ai envie d'aller regarder. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je reçois leur newsletter, je suis pressé de l'ouvrir pour savoir qu'est-ce que Netflix m'envoie aujourd'hui. Donc, et Netflix, lorsque je clique sur leur newsletter pour aller sur leur site, c'est d'autres signaux que je suis en train de donner. Okay, j'ai apprécié ce contenu qu'ils m'ont envoyé ou pas. Donc ça, en termes de feedback, c'est super important. Donc, et en plus de cela, le fait que le message arrive de cette manière-là, si je reçois ça dans ma boîte mail principale, cela veut dire que j'ai fait le choix. Voilà, j'ai fait un choix qui est fort, c'est celui d'avoir une relation qui est directe avec. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les marques devraient davantage considérer. Est-ce que si vous recevez un mail de mon entreprise, si vous cliquez, moi je peux savoir si Ernesto a cliqué ou pas? C'est possible. Tout dépend du tracking que vous avez mis en place. Mais c'est possible parce qu'aujourd'hui, même les outils qui sont accessibles à tout le monde, comme Mailchimp, permettent de faire ce genre de tracking. C'est ça. Bon, Ernesto, c'est vrai que vous me conseillez l'emailing, mais moi je peux décider de ne pas recevoir de mail venant de Ernesto Anne. Oui, bien sûr. Les spams, les filtres en spam. Bien sûr. Ça ne constitue pas un problème? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit c'est le choix. C'est le choix que les... Parce que si vous ajoutez mon adresse email sans mon consentement à votre boîte, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui la plupart des logiciels de messagerie savent reconnaître
un emailing qui n'est pas un newsletter ou bien un email qui n'est pas sollicité. Ça, on doit reconnaître. Par contre, quand j'ai fait l'effort d'aller m'abonner sur votre site internet, je suis venu sur votre site internet, j'ai vu l'invitation, je me suis abonné. Et vous m'envoyez un message sur ma boîte mail pour que j'active mon compte, là c'est différent. Là, c'est du permission marketing. Voilà, exactement. J'ai donné mon accord que je peux recevoir de l'information venant de votre entreprise. Et à tout moment, je peux me désabonner si je le veux. Complètement. Normalement, ça doit être fait. Normalement, sur l'email qui est envoyé, on doit avoir le lien en bas qui est l'option pour me désabonner à tout moment. Ça, c'est super important. D'accord. Je rappelle que nous recevons M. Ernesto Anne. Je continue avec son parent, Baba Man. Il ne parle pas peu. Malheureusement, c'est un tout couleur galère. D'accord. On va y revenir. On va continuer. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. M. Anne pourra répondre à toutes vos questions sur le digital. C'est le vrai musicien, pardon. Tu comprends rien de ce que je dis, mais ça va bien. Il m'avait promis de venir me voir, mais jusqu'à présent, je ne le vois pas, Baba Man. J'espère que vous serez là sur le plateau de Marketing TV Monde. Michel Anne, nous étions dans la communication. On a parlé des avantages de la communication digitale. On a parlé des produits numériques. Est-ce que la façon de fixer le prix va changer avec le digital? Tout à l'heure, vous avez dit que si le produit a une valeur ajoutée, forcément, le fabricant sera obligé d'ajouter, d'augmenter le prix. Bien sûr. La façon de faire la tarification, forcément, est impactée. Aujourd'hui, c'est justement grâce au digital qu'on voit des modèles économiques qui n'existaient pas avant, des modèles de facturation. Si je reprends le cas des DTC Brands, donc il y en a beaucoup aujourd'hui qui te facturent qui te mettent facture selon des formules. Voilà, formule Gold, formule Diamant. Mais moi j'ai également vu des solutions gratuites sur le web. Les logiciels par exemple, ils peuvent te donner une version gratuite pendant 8 jours, pendant un mois. Est-ce que c'est une façon de tarifer tout à fait sur le web? Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle le modèle freemium. Freemium. Free comme free, voilà, il y a free gratuit et premium. D'accord. Premium. Ça veut dire qu'on te donne un aperçu du produit gratuitement. On teste le produit et on en teste la valeur. Et si le produit nous intéresse, on s'abonne. Voilà, souvent c'est un modèle qui est très défini. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce modèle freemium, qui utilisent du digital. Donc ça c'est un exemple de tarification sur le digital. Alors, donc le modèle freemium peut être freemium en fonction des options, donc les options qui sont proposées. Ça c'est gratuit jusqu'à tel niveau. Au-delà, il faut payer. Ça peut être aussi freemium en fonction des cibles. Donc, je prends le logiciel AutoCAD. AutoCAD, par exemple, c'est gratuit pour les étudiants qui sont en architecture, mais c'est payant pour les professionnels. Mais c'est une stratégie intelligente. Et comment le développeur parvient à savoir Ernesto est professionnel, là il est étudiant? Ça se renseigne. D'accord. Ça se renseigne. Lorsqu'on crée son compte, on renseigne son. De toute manière, il y a des fonctionnalités qui sont ultra avancées, qui sont dédiées uniquement pour. Tu sais que ça, c'est un professionnel qui demande cette option-là. Et donc, le modèle freemium peut être appliqué à plusieurs. Donc, je vais prendre un autre exemple. Là, on parlait du modèle freemium, qui est un modèle qui est très populaire sur le digital, mais on a aussi d'autres modèles de tarification qui sont très originaux. Et aujourd'hui, on voit par exemple beaucoup de personnes qui
me pose la question, parce qu'il y a aussi le modèle gratuit. Le modèle gratuit, ça n'existait pas lorsqu'on faisait du business, on se faisait payer. Oui. Mais le modèle gratuit, c'est un modèle aussi qui est très populaire sur le digital. C'est-à-dire qu'on vous donne un service gratuitement. Comme ici. C'est là, ça. on fait gratuitement un cours, alors Voilà. là-bas, c'est fait. Hein? Exactement. D'accord. On donne un service qui est gratuit, tout est gratuit. Mais sauf que quelque part, on monétise un peu votre temps d'attention avec la publicité. C'est ça. Voilà, donc c'est un modèle qui est aussi très populaire. Mais le modèle le plus évolué peut-être, c'est le modèle de la marque écosystème. D'accord. Donc, la modèle de marque écosystème. C'est quoi ce modèle? Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Apple, Apple, c'est vraiment l'exemple type de la marque écosystème. C'est-à-dire que c'est une marque qui développe un certain nombre de services, beaucoup de services qui sont interconnectés. Les services sont interconnectés. Ce qui fait que moi, en tant qu'utilisateur, une fois que je commence à utiliser un service d'Apple, je vais être obligé d'utiliser un autre service d'Apple. Et je vois je vois la valeur lorsque j'utilise plusieurs services d'Apple. Et ça qui fait que demain, par exemple, lorsque je vais avoir un problème avec mon iPhone, alors que j'ai un Macintosh, je serai obligé de racheter un Macintosh, un iPhone, pardon. Parce que l'iPhone, je trouve plus de valeur à utiliser un iPhone avec mon Mac que d'utiliser un Samsung avec un moi. Donc voilà, c'est un modèle où voilà, la marque entoure le consommateur avec plusieurs services qui sont interconnectés grâce au digital. Et la marque peut arriver à vendre aussi bien du service, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des logiciels, de la musique via iTunes, comme vous pouvez acheter aussi le hardware, donc le téléphone, l'ordinateur. Et donc c'est un modèle qui est aussi pour ça que d'ailleurs Apple est la marque qui est la plus rentable. La première marque mondiale. La marque la plus profitable au monde. Oui, c'est ça. Je vois également sur la boutique de Dior, les produits sont toujours chers. Hein? Oui. Il y a des marques également qui utilisent le net pour vendre toujours très cher. Parfaitement. Alors il faut connaître un peu l'histoire des marques de luxe avec le digital. Parce qu'au départ, les marques de luxe hésitaient à aller sur le digital parce qu'ils se trouvaient sur le digital, les produits ne sont pas chers. Nous, on vend une expérience, on ne vend pas seulement des produits. Pour admirer les produits que nous faisons, il faut aller dans nos magasins. Donc les magasins sont bien achalandés, bien présents. Voilà, on vend du rêve. Et sur le digital, c'est difficile de vendre des produits. Parce que voilà, entre une boutique Dior et un site internet Dior, c'est différent. Mais ensuite, avec le temps, ils se sont rendus compte que effectivement, c'est une erreur de leur part de ne pas être sur le digital. Parce qu'il y a des gens qui vont aller sur les sites internet pour s'informer. Donc s'informer et avant d'aller acheter en magasin. Donc ça on appelle ça le webrooming. Et c'est important aussi de pouvoir prendre en compte ce volet information. C'est important. Donc montrer ses produits. Les gens regardent les produits, comment voilà, les tarifs, les trucs. Et après, quand ils vont vouloir passer à l'achat, ils vont aller sur le site internet. Donc c'est des vitrines. C'est des vitrines où on peut acheter. Mais c'est des vitrines qui sont aujourd'hui nécessaires pour ces marques de luxe. Pour informer le consommateur. Et pour cela, il faut maîtriser l'e-merchandising. Complètement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est grâce au digital. Il faut le dire. Aujourd'hui, la marque prend vie grâce au digital. Parce que quand on développe une interface, avant, les marques, on n'interagissait pas avec les marques comme ça. Avant, c'était la publicité pour la balance. On n'interagissait pas avec les marques. Aujourd'hui, grâce à ces interfaces-là, on interagit avec les marques. Voilà pourquoi le marketing expérientiel devient de plus en plus important. Parce que les gens se disent, ok, quelle expérience je veux créer. Pendant longtemps, une marque, c'était juste les signifiants, les logos, les couleurs, la typo, le slogan. Mais aujourd'hui, une marque aussi, ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, mais aussi c'est ce qu'elle fait. Quelle expérience je crée pour mes consommateurs, pour mes clients. Donc, un site internet, ça doit être vu, pensé comme une expérience, parce que c'est le premier touch point, le point de contact avec le consommateur et la marque aujourd'hui. Un bon site internet, quelles sont les qualités d'un bon site? Alors, facile d'utilisation. Facilité d'utilisation. Facile d'utilisation. Ce qu'on appelle en UX design, en UI, un site qui est intuitif. Un site qui est. Je donne l'exemple de Google. Voilà.
Et tu viens, tu tapes et puis voilà. Voilà, une barre, une page blanche, une barre, bah, même un enfant de 2 ans, et puis accès au monde. Oui. Voilà, exact. Donc c'est plus la facilité. C'est pas, on peut mettre toute la technologie qu'on veut, toute la technologie, mais il faut laisser ça ce qu'on appelle en backlink. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le consommateur voit la complexité du site internet. Ça, c'est dans le développement. Oui. Il faudrait que dans l'interface, soit facile d'utilisation. C'est ça un bon site internet. D'accord, donc ça va être facile à utiliser. Complètement. Je vois également que sur moi, je peux utiliser plusieurs terminaux. Ma tablette Apple, ma tablette Android, quand tu utilises ton smartphone, est-ce qu'on doit avoir le même design, quel que soit disons, le terminal qu'on utilise? Alors, non, pas forcément. Pas forcément parce que chaque interface présente ses contraintes. Alors, par exemple, un smartphone, un téléphone, son écran est petit. Il faudrait que dans le design de mon site internet, que je puisse prendre en compte cela. C'est-à-dire que par exemple, il faut que les typos soient un peu plus grands, que ce soit un peu plus lisible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe beaucoup, beaucoup de développeurs. Et les marques développent des versions responsives. Voilà. Des versions qui permettent à ton site internet de s'afficher de la même façon que ce soit dans les écrans. Mais au-delà de ça, parce que ça aussi, quand je parlais de la complexité du digital, c'est que ça, le responsiveness, tu peux l'avoir sur les navigateurs web pour pouvoir s'adapter directement. Mais par contre, quand on est dans un environnement qui est natif, par exemple une application, on va télécharger l'application, on l'utilise en mode natif. On ne veut pas un navigateur pour accéder au site internet. Ça veut dire qu'il faut non seulement développer son site internet pour le navigateur, pour l'ordinateur et pour donc, un site responsive, mais en plus de cela, il faut développer des applications. Et il faudrait que sur toutes les versions, que l'expérience soit la même. Parce que c'est cette expérience-là qu'on vend. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très complexe, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Je rappelle que je reçois M. Ernesto Anne, spécialiste du digital. Michel, avec le digital, est-ce que les autres formes de communication sont appelées à mourir? La promotion des ventes, les relations publiques, vous êtes dans la communication intégrée, vous avez dit. Comment se comportent les autres actions? Absolument pas. Le digital ne durera pas les autres médias. Il faut qu'on soit clair. C'est vrai que je vois souvent de temps en temps les spécialistes digital, le digital, non, mais le digital ne tuera rien du tout. C'est juste une évolution. Alors, et il ne faut pas qu'on fasse la distinction entre ce qui est technologie et ce qui n'est pas. Le digital c'est la technologie, les autres médias c'est de la technologie. Parce qu'à l'époque, quand on a créé l'imprimante de Gutenberg, c'était une technologie à l'époque. Quand on a créé la radio, c'était une technologie. Quand on a créé la télé, c'était une technologie. Donc le digital, c'est une technologie qui présente d'autres propriétés différentes. Même l'affichage est digitalisé maintenant. On peut rester ici et gérer tout le réseau de panneaux. Voilà pourquoi que je dis les choses évoluent. Même la télé maintenant elle est connectée. La télé marketing. Voilà, la télé elle est connectée. Donc les choses évoluent. Il n'y a pas de médias qui tuent l'autre, les choses évoluent. Après, dans leur évolution, effectivement, il y a des choses qui changent. Par exemple, dans l'approche de communication, c'est pour ça qu'on parle de communication intégrale. L'approche de communication, il faut prendre en compte aujourd'hui cet écosystème qui est très riche, qui existe pour les marques. Et de faire. Aujourd'hui, si vous voulez, le métier d'un communicant, c'est plus un curateur d'expérience. Ce n'est plus quelqu'un qui est là à faire des stratégies de communication. Non. Aujourd'hui, c'est un curateur d'expérience. C'est-à-dire, voici ma cible. Je peux utiliser des études pour connaître ma cible et comment j'arrive à créer des expériences sur les différents médias qui existent aujourd'hui. Et c'est là où la communication intégrée a du sens, parce que c'est une communication qui prend en compte tout cela, qui se dit, ok, aujourd'hui j'ai une palette très riche de moyens d'adresser les consommateurs. Voilà, quels sont les supports que je vais choisir. Et je vous dis une chose, ça c'est l'expérience qui nous montre. Les campagnes intégrées sont des campagnes qui apportent le plus aux marques en termes de chiffre d'affaires, comme aussi en termes de mémorisation de messages. Parce que c'est des campagnes où on peut toucher donc, le prospect ou le client à plusieurs reprises sur différents canaux. Voilà, là, on essaie de définir des parcours clients où on dit
à telle heure on les aura à la télé, à telle autre heure on les aura sur le digital, à telle heure on les aura en presse ou en radio. Et c'est comme ça qu'il faut aujourd'hui construire une campagne de marketing. Très bien, très bien. On peut toucher plusieurs personnes via plusieurs médias. Complètement. Ernesto est sur son téléphone à 23h, je lui balance. Exactement. À 8h, il est à la télévision. Exactement. Vers 9h, il est au volant, affichage, et ainsi de suite. Exactement. Donc voilà, donc c'est toujours bon de combiner et de ne pas dire je fais seulement du digital. Que dites-vous à ceux qui font exclusivement du digital? Ils se trompent. Ils se trompent, c'est une erreur de leur part. C'est une erreur de leur part et ça, c'est vraiment quelqu'un qui est convaincu du digital. Quoi. Je suis passionné du digital. Oui. Mais ils se trompent. Aujourd'hui, franchement, dans une communication, il faut l'envisager en façon. On peut prendre deux médias. On peut faire de l'affichage digital. Et d'ailleurs, c'est là où, par exemple, des fois, certaines campagnes intégrées sont intelligentes. Par exemple, des campagnes où on te met, par exemple, sur une affiche print, on te met le lien de site internet. Ou QR code. Voilà, un QR code qu'on flash et qui t'ouvre un. Et moi, je crois, Ernesto, mettre un QR code sur une affiche quand même. Je l'ai vu lors de la campagne avec Idriss Seck. Est-ce que quelqu'un va être là à scanner Non. Un QR code qui est à travers. Il y a peu de chance. Ouais. Il faut dire la vérité, il y a peu de chance. Mais on peut le mettre sur un flyer. Voilà, sur un flyer, sur un magazine. Sur un packaging peut-être. Voilà, sur un packaging, sur un magazine. Ça peut compter. Mais il y a d'autres technologies. Il y a d'autres technologies qu'on peut utiliser. Voilà, soit en affichage, soit avec la télé, par exemple la synchronisation TV. D'accord. Donc, je suis un peu de pub pour notre agence caractère. Allez-y, faites. Voilà, donc c'est une campagne. J'ai oublié de vous laisser parler de caractère. On va parler de caractère tout à l'heure. Ouais, on a par exemple. D'habitude, je commence par ça, hein, mais là, avec le digital, je suis tellement passionné que je suis entré dans le vif. On y va. Voilà, par exemple, en fin d'année 2018, là, on a fait une campagne pour Orange. Je fais aussi un peu de pub pour un de nos clients. Allez-y. Donc, Orange, où on a fait ce qu'on appelle la synchronisation TV digitale. La synchronisation TV digitale, c'est quoi? C'est une campagne, c'est des formes de campagne où la personne qui est devant la télé, au moment où elle regarde la pub TV, il y a la même pub qui s'affiche sur son smartphone lorsqu'il est sur Facebook ou sur un site internet. D'accord. Voilà. Ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps. C'est ce qu'on appelle la synchro TV. D'accord. Voilà, c'est ça pourquoi on définit. Et c'était sur la télévision d'Orange, mais c'est sur la télévision. Sur la télévision tout court. D'accord. Télévision tout court. Alors, comment ça marche? C'est juste une technologie, un marqueur sonore qui est lié, donc à la plateforme d'achat publicitaire, qui permet de reconnaître le son qui passe à la télé afin de déclencher la publicité sur le mobile. Avec des hard servers. Voilà. Par exemple, ça c'est efficace lorsqu'on a souvent des clients, des personnes qui, lorsqu'ils regardent, par exemple, je donne un exemple, leur émission à la série, par exemple, Maîtresse de mon mari. Maîtresse de mon mari. Ici, on est en démocratie. Donc, lorsqu'ils regardent une série, Maîtresse de mon mari, souvent, à l'heure de la pub, il y a des gens qui prennent leur téléphone parce que bon, j'ai déjà vu la pub plusieurs fois où la pub ne m'intéresse pas. Donc, je prends mon téléphone et je fais une second screen de second écran. Donc, je prends mon téléphone. Donc là, je ne prête plus mon attention à ce qui se passe à la télé. Par contre, je regarde mon téléphone et alors je vais aller ouvrir Facebook rapidement pour regarder avant ce qui se passe. Et hop, là, tu as encore la pub sur ton truc. Tu vois? Donc c'est pour ça que les campagnes intégrées, les dispositifs intégrés sont des dispositifs qui sont très efficaces. Et la presse, comment elle se comporte au Sénégal? La presse, très compliqué, ouais. Je pense que c'est le média qui souffre le plus du digital, de la pression digitale. Parce que je pense que leur budget ont largement diminué. Ça, il faut quand même le dire. et la presse même se concurrence elle-même. Et la presse. Parce que l'essentiel des meilleurs articles sont repris sur Internet. Exactement. Exactement. Malheureusement, ils ont leur propre site. Oui, ils essaient de faire, de s'adapter aussi en créant des sites internet. Mais moi, c'est un avis personnel, encore une fois. Je pense que le principal problème de la presse, c'est la qualité de ses contenus. Je le pense et je le dis parce que souvent, lorsqu'on fait par exemple des campagnes display, donc, souvent nous balançons des bannières sur les sites internet.
Et souvent, quand on regarde la qualité des parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs même qui n'aimeraient pas voir, par exemple, leur bannière s'afficher dans un environnement, un article qui est bizarre, avec un titre qui est bizarre, avec un contenu qui est à la limite pas digne d'un journaliste. C'est vrai. Voilà. Et ça, je pense que c'est le principal problème de la presse. On n'est pas vraiment, ils ne sont pas focus sur la qualité de l'information. Et quand ils font des sites internet, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des clics. Donc, ils font des titres sensationnels sur les réseaux sociaux pour envoyer les gens sur leur site internet pour des articles qui font 2 lignes et c'est très fait de pub. Donc franchement l'expérience de la presse aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose, c'est un média qui mériterait d'être revu, que en tout cas les acteurs qui sont là-dedans, parce que ça c'est arrivé dans d'autres pays, mais ces gens-là se sont, voilà, parce que quand tu fais un contenu de qualité, le public va venir, l'audience va venir, et après c'est comme ça que tu peux monétiser. J'ai vu qu'il y a beaucoup de panneaux d'affichage à Dakar. C'est qu'il y en a trop. Il y en a trop, très sincèrement, il y en a trop. Je pense que l'État. Non, ça me fait mal, moi, personnellement. Ça fait mal à tout le monde. Je me suis amusé à compter le nombre de panneaux. Je raconte chaque fois entre le pont de la Foire et l'autre et le pont. Il y en a trop. Mais il y en a trop. Il y en a trop. C'est dommage. Nous, on est acteurs. C'est vous les acteurs. Oui, on est acteurs. On est acteurs. Est-ce que vous avez une régie à caractère? Non, on n'a pas de régie. Nous, on est une agence de communication. D'accord. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. On fait, notre métier, c'est de la com. La com pure. On fait de la stratégie. Voilà, on fait de la gestion. Est-ce qu'on ne doit pas revoir le nombre de panneaux au kilomètre? Il faudrait parce que quand vous voyez dans les grandes villes, les villes modernes, vous ne voyez presque plus de panneaux. Surtout les panneaux 4x3 qu'on a ici, on ne les voit plus. Voilà, parce que c'est un format qui est dépassé. C'est un format qui est dépassé aujourd'hui, qui fait vivre les régies, qui fait vivre aussi les mairies, parce que les mairies touchent des taxes et personne ne va s'attaquer à ce problème. Et même pour les annonceurs, c'est pas bon parce qu'il y a tellement de panneaux qu'on ne prête même plus attention aux messages qui sont dessus. C'est une pollution même. C'est une pollution visuelle. Alors, il n'y a pas que la pollution sonore, il y a une pollution visuelle à Dakar qui est grave. Et donc ça, je pense qu'il faut que l'État fasse quelque chose pour réguler ce secteur-là. Et les campagnes de promotion, on est à l'approche du Ramadan. Ça va là, je vois que maintenant les panneaux ont quitté la politique, maintenant les panneaux commencent à se mettre aux couleurs du Ramadan. Clairement. Le Ramadan, en général, c'est une grande période de consommation, et de communication. Et toutes les marques vont chercher à faire quelque chose, donc à attirer l'attention du consommateur. En général, les secteurs qui drivent le plus la communication, c'est l'agroalimentaire. Actuellement, ils sont en train de fournir Dakar. Voilà, c'est l'agroalimentaire, ils font beaucoup de choses. Mais je dois aussi dire que je suis un peu admiratif de certaines marques agroalimentaires qui essaient de faire les choses autrement. Allez-y, c'est la pub gratuite. Alors, je dis par exemple pâtissienne avec la série Kowadja. Ouais, bon, même si je pense que c'est pas les premiers à l'avoir fait, parce qu'il y avait Magie qui avait fait vidéo, je pense. Vidéo. Ouais, ça je pense c'est. Est-ce qu'on s'attend à ce que d'autres marques fassent le Ramadan aussi? Tout le monde va faire. C'est le Sénégal aussi, c'est comme ça, on va faire, c'est sûr. Cette année, tu en auras beaucoup plus. Tout le monde va faire, parce que c'est un truc qui a marché, qui fait que voilà, les autres marques vont être intéressées. Mais là où je trouve que c'était intelligent, parce que c'est une stratégie qui s'adapte aux usages des nouveaux médias. Voilà. Parce que ces séries-là sont diffusées sur YouTube. Si vous regardez le nombre de vues que ces séries ont sur YouTube, ça montre qu'ils ont compris qu'aujourd'hui il faut aller vers le contenu. Et le contenu, c'est écrit. Est-ce que dans l'avenir, ils ne vont pas quitter les médias traditionnels, aller directement sur le web aussi? Ils ne vont pas quitter les médias traditionnels, mais ils vont le faire autrement. Ils vont le faire autrement. Parce que lors de la dernière série, je voyais déjà un blog venir, moi. Blog. Ouais, non, ils vont le faire. Ils vont de plus en plus aller vers. C'est pour ça que je dis les budgets sont en train de shifter un peu vers le digital. Mais moi, je les vois pas prendre 100% de leur budget pour aller sur. Parce que quoi qu'on dise, la télé reste un média qui est très fort, qui est très puissant et qui remplit toujours son rôle. Auprès de beaucoup de cibles. Voilà pourquoi ils feront certainement un arbitrage de leur budget pour réallouer un peu plus de budget aux médias digital,
à la création de contenu aussi, parce que quand tu parles de digital, c'est aussi du contenu. Mais je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Oui, Bakigé vous salue, Bakigé. Ah, je veux saluer mon cousin. Ouais. Monsieur Saladiouf de ISMTS vous pose une question. Comment gérer le bad buzz? Ah, bonne question. C'est quoi le bad buzz d'abord? Bonne question. Alors, le bad buzz, c'est tout simplement une crise, on va dire, qui à l'ère digitale. C'est-à-dire qu'une crise, un problème qui survient, soit avec le produit, soit avec la communication de la marque. Quand on a un problème qui survient pour la marque et qui se diffuse très rapidement. C'est un bad buzz. Donc, un buzz peut être positif comme il peut être négatif. Donc, alors, le cas d'un bad buzz le plus récent auquel je me rappelle, parce que c'est un de nos clients, c'est Orange, lorsqu'ils ont supprimé le cumul des passes. Ouais. Ça, c'est un bel exemple de bad buzz. Alors, comment les marques doivent gérer les bad buzz? Le plus important pour une marque qui fait face à un bad buzz, c'est d'être humble et de réagir vite. Humble et réactivité, Voilà. ça. Humble et réactivité, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la transparence. Ouais. Les gens valorisent la transparence. Vous ne pouvez pas être une marque et se cacher, non, on est plus intelligent que les gens. Vous n'êtes pas plus intelligent que les gens. Il faut communiquer à visage découvert. Être transparent. Si c'est un problème qui est là, il faut en parler. Voici le problème qu'on rencontre. Voilà, nous nous excusons auprès de vous. Et à cette titre-là, j'ai trouvé une campagne géniale l'année dernière qui a été faite par KFC. Ouais. KFC, c'était en Angleterre, ils ont changé de fournisseur de poulet. Et il se trouve que leur nouveau fournisseur a eu du mal à les approvisionner. Donc ils se sont retrouvés avec pas mal de restaurants qui étaient fermés. Donc voilà, leurs clients se sont plaints sur Internet, c'est devenu un bad buzz, on en parlait. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi très vite. Ils ont juste fait une affiche print dans un magazine, dans le plus grand journal en Angleterre. Et ils ont changé leurs initiales, KFC, ils l'ont changé en FCK, en enlevant le U. Pour dire, bon, entre guillemets, we fucked up, on a merdé entre guillemets. Donc ils ont joué un peu et les gens ont trouvé ça drôle, mais sympa, en même temps sympa. Ils se sont dit, voilà, ouais, bon, c'est vrai qu'ils ont fait une erreur et c'était quelque chose d'humain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, une marque, c'est aussi une personnalité. Une marque, ça a sa personnalité. Et quand on a une personnalité, et c'est ça aussi KFC, c'est une personnalité. La marque KFC, c'est fun, c'est tout. Donc ils ont fait seulement un mea culpa qui collait complètement à la personnalité de leur marque. Et ça a marché. Oui, voilà, ça répond à ta question. Deuxième question, il demande entre les plateformes d'emailing Sendinblue et Mailchimp. Quel est le plus efficace? Moi, je recommande Mailchimp. Je recommande Mailchimp parce que Mailchimp, c'est facile à l'utilisation. Moi, j'aime bien tout ce qui est user-friendly, tout ce qui est facile d'utilisation. Est-ce que vous avez essayé Sendblaster? Oui. Moi, je préfère Sendblaster. Oui. Alors, pourquoi je préfère Mailchimp? Pour une raison simple. C'est que Mailchimp intègre aujourd'hui ce que bon nombre de petites entreprises n'arrivent pas à avoir de CRM. D'accord. Voilà, de CRM. Donc, ça veut dire qu'on peut entretenir un CRM directement avec Mailchimp. Et Mailchimp est intégré à la plupart des plateformes sociales médias, comme par exemple Facebook. Quand on fait une campagne Facebook, on peut directement récupérer ses contacts sur Mailchimp par les intégrateurs. Donc, franchement, c'est un truc qui est bien. Voilà, ça puis on a des questions, ça c'est bon. On a répondu à des questions, ça va. Dram, il dit, est-ce qu'on peut fidéliser la clientèle avec le digital? Il parlait de CRM d'ailleurs. Ouais. C'était une bonne transition. Complètement. Et d'ailleurs, c'est le gros avantage du digital. Parce que le digital, on nous permet une connaissance mais tellement fine du client que la fidélisation est beaucoup plus simple. Regardez, j'adore parler des marques des DTC brands parce qu'ils sont en train de révolutionner la manière dont on fait du business. Ces marques-là, leur principal avantage, c'est simplement cela, c'est-à-dire la connaissance qu'ils ont des clients.
plus tu connais le client, plus tu peux mieux le servir. Aujourd'hui, le digital le permet. Quand tu arrives le data marketing. Oui. Les données sont tellement. À chaque fois que je joue Netflix, la première chose qu'on me recommande, j'ai envie de regarder. Parce qu'ils vous connaissent. Ils connaissent vos besoins. Ils connaissent parfaitement. Donc, ce sont des algorithmes qui apprennent, qui apprennent, voilà, qui analysent tout ce que j'ai fait sur la plateforme. Et ça me fidélise. Parce que j'ai l'impression que la plateforme, le site internet que je suis en train de visiter, il n'est fait que pour moi. Voilà. Et ça, c'est ça la personnalisation. Si vous vivez la personnalisation quand vous allez sur YouTube, en fonction des vidéos que vous regardez, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous connectez, on vous propose des vidéos similaires. Amazon le fait depuis des années, et c'est pour ça qu'Amazon aussi est un géant qui casse tout sur son passage. C'est ça. Alpha Ibrahim Moussouridiar, Ricardo Gomez, Yaram Diagne, Awanya, merci à vous, Saleh Diouf, Aboubakar Dramé, Khalif Diop, Mustafa Ndianam Bakegui, Mustafa Salah. Merci à vous qui nous suivez. On va terminer par la distribution. Vous venez de parler d'Amazon. Ouais. Le Sénégal, qu'est-ce qu'ils attendent pour venir au Sénégal? Non, pour vendre sur Internet. On en avait parlé tout à l'heure. Oui, il y en a, c'est pas... les Sénégalais, je parle des Sénégalais. Oui, il y en a de plus en plus. Moi, je pense que même que les particuliers sont en avance. Les gens qui vendent des petits... je vois des confisques, les gens, ils sont en train de tout vendre sur Internet. Je vous dis le nombre de choses des fois, tu tombes sur une annonce, tu as envie de tomber par terre. Tellement c'est drôle, mais comment peut-on vendre ça sur Internet, tu vois? Parce que les Sénégalais ont la fibre commerciale, ça, il faut le reconnaître. C'est ça. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses qui sont top. Je vois beaucoup de vendeurs qui mettent leur numéro WhatsApp et qui te font une livraison dans 1 heure. C'est top. Parce que en réalité, c'est ça qui a fait le succès d'Amazon. Ouais, c'est ça. Amazon, pendant longtemps, leur credo, c'était ça. Fewer clicks, fewer ads et fewer time. Ça veut dire que moins de clics, moins de prix moins cher et moins de temps de livraison. D'accord. Donc ça veut dire que si tu arrives à comprendre cela et que tu offres la possibilité aux personnes de commander tout de suite et de recevoir le produit le jour même ou dans 1 heure même, tu as un avantage concurrentiel sur les autres. C'est pour ça que la distribution directe est importante. Et juste pour dire à ceux qui ont des produits à vendre, il faut se mettre sur les starting blocks parce que WhatsApp va bientôt proposer des catalogues de produits. Voilà, donc j'ai tout dit, ça veut dire, si vous êtes commerçant, préparez-vous à vendre. Voilà, je crois qu'on vient de boucler 1 heure de live. Monsieur Anne, est-ce que les Sénégalais doivent avoir peur lorsqu'ils voient Auchan s'installer avec tout ce que vous avez dit? Étant donné que les Sénégalais eux-mêmes ont déjà de l'avance sur la grande distribution. Non, ils ne devraient pas avoir peur. D'accord. Ils ne devraient pas avoir peur. Pour moi, c'est un faux débat de dire oui, d'accuser Auchan. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une distribution moderne. On a besoin d'une distribution moderne. Pourquoi? Parce que ça crée un écosystème qui est positif. Je m'explique. Si vous avez la distribution moderne, vous avez besoin de plus de producteurs. Ce qui veut dire que tu crées d'une certaine manière une demande. Donc il y a des personnes qui vont aller, par exemple, ici hier, je faisais des fruits et que j'avais du mal à trouver des bouchers. Aujourd'hui, je peux les vendre à Auchan. Donc quelque part, j'ai plus de producteurs qui peuvent aujourd'hui se greffer à cet écosystème qu'Auchan est en train de créer pour vendre leurs produits. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi la formation. Il y a combien de Sénégalais qui, avant l'arrivée de la distribution moderne, connaissaient ces métiers-là, tous les métiers qui sont liés à cela. Au merchandising, chef de rayon. Ça, c'est des métiers qu'il fallait apprendre. Et là, on a des géants de la distribution qui arrivent, qui créent ces métiers-là, qui emploient des Sénégalais, qui les forment à cela. Ça ne peut être que bénéfique à cet environnement. Maintenant, la seule chose que l'État doit faire, c'est de réguler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi laisser les distributeurs ouvrir partout parce que dans tous les autres pays, c'est régulé. Voilà. Il y a des zones où tu vas vendre à discount, où tu peux pas mettre un truc qui fait 40 mètres carrés. Donc ça, je pense que c'est juste ça. Il faut de l'urbanisme commercial, comme on dit. Exactement. Mais sinon, tout le reste... Est-ce que les petits commerçants doivent avoir peur aussi, les petits commerçants? Nos parents du Baol qui disent qu'au Chandal, selon nous.
Je dis non, parce que franchement, c'est pas la même cible. Non, même si c'est la même cible, même si on peut trouver des produits qu'ils vendent, ça va arriver. Mais je me dis que des fois, pour faire évoluer il faut cette compétition. C'est important. On ne peut pas rester simplement qu'on dit à faire des choses comme on a toujours fait. C'est pas possible. On peut commencer à adhérer au contrat. C'est pas bon pour notre pays. Ce n'est même pas bon pour le consommateur. Le consommateur, c'est gagner du temps. Exactement. Il a besoin d'aller sous un seul toit, de trouver ce dont il a besoin. Voilà, c'est pas bon pour le consommateur, c'est pas bon pour notre pays. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'il y ait plus de dynamisme, plus de compétition, que les gens se challengent et fassent des choses qui font bouillir. On ne peut pas développer un pays en gardant un statu quo. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, je vois que les Sénégalais sont très très digitalisés. Moi, il m'arrive de rester une semaine ici et de manger, de boire ici sans sortir. Je commande tout sur Internet. C'est clair. La fois passée, j'ai commandé à Lopo. Bah voilà, c'est ce que je disais. Depuis les maris. Bah, tu vois, c'est une dame qui me dit, moi je vous livre. Alors, je tape sur restaurant ivoirien à Dakar. C'est ce que j'ai fait. Restaurant et sur Facebook. Je vois une dame qui est au Maris. Voilà. On m'a livré à 3000 francs. Voilà, et c'est ça la commodité du digital, de rester chez soi, de prendre son téléphone et d'avoir accès quasiment à tous les services. Oui. C'est ça la promesse. Même au lait avec nos amis du club Passal. Voilà, je crois qu'on va marquer une courte pause avant de faire quelques minutes pour nos parents du Wolof. C'est important. Combien on va faire un peu? Non, je préfère Wolof. D'accord. On prend une courte pause, après on va changer de studio.